Bonjour à toutes et à tous pour cette nouvelle vidéo. Nous sommes donc dans notre nouveau chapitre activité, donc toujours la 1, recherche de clientèle et de contact. Et là, je voulais faire un petit essai avec ma petite caméra en bas. Donc voilà, comme ça, vous allez pouvoir me voir. Peut-être que ça sera plus dynamique, ou en tout cas plus humain de voir une tête et pas qu'un PowerPoint. Donc après avoir parlé de un petit peu la démarche marketing qui vous a permis de comprendre un petit peu tout le déroulé de, on va dire, mise en place d'un produit, on va donc maintenant se pencher sur la clientèle. Donc comment organiser la prospection et prospecter, donc pour aller chercher ces nouveaux clients. Mais avant d'aller les chercher, on va déjà apprendre à les connaître. Donc, pour commencer, la première question que l'on a à se poser est la suivante. Comment des individus choisissent et achètent des produits ou des services afin de satisfaire leurs besoins? L'idée, c'est donc que plus on connaît sa clientèle, et mieux on va pouvoir lui offrir eh bien, les prestations qu'elle recherche. C'est la raison pour laquelle eh bien, notre PME se doit de bien connaître ses clients afin de mieux les cibler et d'adapter son offre en proposant le bon produit au bon prix, au bon emplacement, au bon client. Ça doit vous rappeler tout simplement le marketing mix que nous avons vu au chapitre précédent et qui justement reprend ces 4 P, le prix, le produit, la publicité et la place. Et c'est à ce moment-là que quand ces différentes composantes seront donc réunies pour cibler justement le bon client, eh bien notre produit fonctionnera. Si vous avez regardé la vidéo sur le marketing des bonbons, vous expliquez que 7 produits sur 10 étaient malheureusement un échec. La raison est que il y avait forcément un de ces éléments qui ne devait pas coller et qui a fait que ça n'a pas réussi. Et donc pour commencer, l'entreprise va devoir faire une analyse de son portefeuille client. Vous allez voir que tous les chapitres, enfin tous les éléments de ce chapitre que nous allons voir, va nous permettre de mieux en mieux connaître notre clientèle et surtout de pouvoir la ranger dans certaines catégories afin de mieux la comprendre et mieux lui proposer un service ou un produit qui lui correspond. Donc quand on parle de profil type de clientèle, on va se situer donc dans le marché global. Qu'est-ce que l'on a dans notre marché global? Donc, on va parler par exemple du marché de la France. On a 68 millions de consommateurs. Et dans ce marché, eh bien, je vais déjà avoir le marché potentiel, c'est-à-dire ceux qui a priori seraient intéressés par mon produit ou mon service, et je vais avoir ce qu'on appelle des non-consommateurs absolus, c'est-à-dire des personnes, des consommateurs qui ne consommeront jamais pour des raisons physiques, morales, des fois c'est morales et religieuses, ne consommeront jamais justement mon produit. Si je prends par exemple le porc, il va y avoir un certain nombre de personnes qui ne consommeront jamais pour certaines raisons, ou de santé également, mon produit. De ce fait, je vais me concentrer sur ce marché potentiel et dans ce marché potentiel, j'ai le marché actuel qui donc correspond déjà à l'ensemble de mes consommateurs, mais je vais également avoir une petite tranche qui s'appelle les non-consommateurs relatifs qui, eux, répondent à ce besoin mais ne vont pas encore consommer mon produit. Il va y avoir un décalage, par exemple, si je prends le cas de la voiture, tant que vous n'avez pas votre permis, vous êtes des consommateurs en devenir, ça va bientôt arriver, mais pour l'instant, par rapport à votre âge, eh bien, vous n'allez pas encore consommer justement, acheter mon produit, à savoir une voiture. Donc voilà, c'est des consommateurs qui ne sont pas encore en train de consommer, mais ça va pas tarder à l'être. Et après, dans le marché qu'il me reste, j'ai la clientèle qui appartient à ma concurrence, et dans ce cas-là, je vais avoir une stratégie de conquête. Comment faire pour que les clients de mes concurrents viennent directement dans mon entreprise? Et je vais bien sûr avoir mes propres clients. Comment faire pour les fidéliser et les garder pour qu'ils n'aillent pas voir les différents concurrents? Et là, nous avons donc qui se dessinent 4 catégories, qui fait que on peut avoir des stratégies totalement différentes parce que il est peut-être possible que les non-consommateurs absolus, pour certaines raisons qui ne consommeront jamais mon produit, eh bien, il y a peut-être un élément, une chose qui fait que peut-être qu'un jour ils deviendront consommateurs si j'apporte le changement dans mon produit ou dans mon offre qui leur permettra justement de correspondre entièrement à leurs besoins. Dans l'analyse du portefeuille, nous avons également la segmentation de la clientèle. C'est tout ce que nous avons vu dans le tout premier chapitre que vous allez pouvoir revoir si nécessaire.
Donc quand je segmente mon marché à partir d'un critère, là encore, je vais avoir des groupes qui seront donc différents de ceux qui sont présentés dans le profil type de clientèle. Et là encore, une fois, je vais pouvoir analyser un petit peu qui ils sont en fonction des différents critères. Nous passons maintenant sur tous les facteurs qui peuvent expliquer le comportement d'un consommateur. Qu'est-ce qui fait que je vais acheter une paire de chaussures Nike? Qu'est-ce qui fait que je vais acheter mon petit iPad de marque Apple ou que je vais aller à Burger King ou plutôt à McDonald's? Tout cela, eh bien, on va justement voir à quel facteur nous répondons et va nous inciter justement à aller à avoir en tout cas ce comportement-là. Le tout premier des facteurs, ce sont les besoins. Et ça, vous allez devoir reconnaître très facilement pour certains, la fameuse pyramide de Maslow. Les besoins sont hiérarchisés donc dans cette fameuse pyramide. Donc un besoin, c'est tout simplement un sentiment de manque. D'accord? Quand j'ai un sentiment de manque, eh bien, je vais devoir trouver un moyen de satisfaire ce manque-là. Et donc Maslow a décidé de faire 5 différents étages en partant du plus important au moins important, donc j'en reparlerai par la suite, en tout cas ça a été sa théorie, avec dans un premier lieu les besoins physiologiques. Tout homme et femme ont besoin de boire, manger, dormir pour pouvoir tout simplement survivre. Nous avons des besoins de sécurité qui sont avoir un emploi pour avoir de l'argent, avoir un toit, des vêtements. Nous avons ensuite des besoins d'appartenance, le fait de créer des liens sociaux, en famille, amicaux, donc l'amour, l'amitié. Nous avons des besoins d'estime. Donc c'est bien d'avoir son groupe familial, mais c'est également bien de pouvoir avoir une certaine reconnaissance, le respect, tout un tas de valeurs qui sont très importantes pour le bien-être, on va dire, d'un groupe. Et Maslow termine par le besoin d'accomplissement. Donc c'est là qu'on va avoir l'auto-expression que on va faire un sport, par exemple, pour pouvoir justement s'accomplir, s'affirmer dans ce sport-là. Et donc il est parti du principe qu'il y avait à la fois des besoins primaires incontournables, à savoir les deux premiers, les besoins physiologiques et les besoins de sécurité, et des besoins dits secondaires. Et là où Maslow, en tout cas, on a pu un peu remettre en question son, cette théorie, c'est que lui, il part du principe que tant qu'on n'a pas satisfait les besoins qui sont donc à la base de la pyramide, on n'ira pas en haut. Alors que pourtant, on va avoir des personnes, si je prends des sportifs de haut niveau ou des sportifs qui sont vraiment, on va dire, malades du sport, il y en a qui vont peut-être pas forcément avoir d'amis, pas forcément avoir d'autres, en tout cas d'autres éléments appartenant à d'autres besoins. Et donc c'est là que cette hiérarchisation n'est peut-être pas forcément vraie pour tout le monde. Deuxième facteur qui vont nous expliquer le comportement de nos consommateurs, ce sont les motivations et les freins. Commençons déjà par les motivations. Donc, qu'est-ce qui nous pousse à acheter eh bien, tout simplement une super glace, acheter des jouets pour un enfant ou se faire plaisir en achetant eh bien, des chaussures qui sont recommandées par Usain Bolt? Eh bien, nous avons donc 3 catégories de motivation. Nous avons ce qu'on appelle les motivations hédonistes, à savoir je vais acheter pour me faire plaisir. Voilà, après une rude journée d'école, eh bien une bonne petite glace Ben Jerry's ou encore autre, hein, je ne fais la promotion d'aucune marque, pour simplement enfin, le réconfort après l'effort. Donc motivation hédoniste. Nous avons les motivations oblatives, donc si c'est pas pour me faire plaisir à moi, c'est pour faire plaisir aux autres. Donc quand je vais offrir un cadeau à mon enfant, je vais donc avoir un achat, un comportement de consommateur qui n'est pas pour moi mais qui est pour un autre. Et si je prends une super marque de chaussures, pourquoi on doit, ou en tout cas certaines personnes se sentent un petit peu obligées d'acheter des vêtements de marque ou des chaussures de marque? Eh bien, c'est ce qu'on appelle l'auto-expression. J'ai besoin de m'affirmer mon identité, de m'exprimer à travers cette marque, cette chaussure, ce produit. Et donc, ça va expliquer les raisons, en tout cas, ça me donne les raisons pourquoi je vais consommer ce produit et pas un autre. Mais avec les motivations, je vais aussi avoir des freins. Qu'est-ce qui va peut-être m'empêcher d'acheter un produit ou un service? Il y en a plusieurs. Le premier, c'est déjà ce qu'on appelle les peurs. Ça peut être des peurs imaginaires ou des peurs réelles. Si vous prenez vos grands-parents, ils peuvent peut-être avoir une peur que ce soit trop compliqué d'utiliser une tablette, un ordinateur, Internet ou un téléphone portable pour pouvoir communiquer avec vous avec une application quelconque.
Nous avons également ce qu'on appelle les inhibitions. On va s'auto-censurer. Non, je ne vais pas acheter ce produit parce que non, je dois faire attention à ma ligne, je dois faire attention au sucre. Donc quand j'arrive à la caisse d'un supermarché et que je vois qu'au niveau de la caisse, j'ai justement toutes ces friandises-là, c'est pas pour rien qu'elles sont là justement, c'est pour essayer que jusqu'au dernier moment, on fasse sauter cette peur et que vous craquiez en prenant justement une petite barre de chocolat. D'autres freins sont ce qu'on appelle des risques. Ça peut être des risques financiers, ça peut être des risques physiques. Donc, risque financier, bien sûr, si cet achat, en tout cas, va vous rendre les fins de mois difficiles. Ou encore, par rapport donc, à des risques physiques. Là, je vous montre des chaussures dont je suis un petit peu fan, mais quand je les vois, a priori, je pourrais me dire des chaussures à orteils. Est-ce que ça va m'aller? Bon, vu que j'achète sur Internet, je suis pas sûr que la pointure m'aille. Donc voilà, je peux avoir ce type de risque-là qui fait que toutes les chaussures, en tout cas certains vêtements, ne sont pas du tout faits pour ma physionomie. Et je terminerai par ce qu'on appelle également le buzz. Je pense que cet élément, enfin cette publicité, vous en avez déjà entendu parler, c'était en 2019. Et donc les buzz négatifs ou les rumeurs sur une entreprise font que, à un moment donné, on va finir par les boycotter. Donc même si j'ai donc une entreprise avec un produit. Si j'ai une très mauvaise image qui est dégagée parce que il y a eu un très mauvais buzz par rapport à une faute que j'ai réalisée, eh bien ça aussi, ça va représenter donc un frein à mon achat. Des buzz négatifs, vous en avez tous les ans. Ça a été également au niveau des voitures où on a su que les ordinateurs de bord étaient truqués par rapport à l'émission de CO2. Donc voilà, tout ça va faire qu'on va se détacher d'une marque pour aller peut-être vers une autre. Je continue sur qu'est-ce qui va faire que nous allons consommer un produit ou pas. Eh bien, j'ai plusieurs facteurs personnels que l'on retrouve justement quand on a parlé de la segmentation. Qu'est-ce qui fait que je consomme ce produit? C'est peut-être parce que soit je suis une femme, soit je suis un homme. Donc, on va avoir des produits qui sont spécifiquement à certains genres. Je vais avoir des produits qui sont spécifiques par rapport à mon âge. Donc, je ne vais pas du tout consommer le même produit entre mes 0 ans et mes 99 ans en fonction de ma catégorie socio-professionnelle, ma CSP qui va généralement donner également mon revenu. Donc, on ne va pas du tout retrouver le même type de clientèle en fonction de certaines boutiques. Également par rapport à un style de vie, je décide personnellement d'essayer de manger le plus sainement possible et donc je vais essayer de consommer des produits de l'agriculture biologique. Et donc on va avoir des profils de consommateurs, des tribus un petit peu, qui vont faire que par rapport à ce style de vie-là, je vais me diriger vers un certain style de consommation plutôt qu'une autre. On va également retrouver l'estime de soi, des personnes qui seront soit introverties, soit extraverties, ne vont pas du tout acheter les mêmes produits. Si je prends par exemple au niveau des vêtements et des couleurs, une personne extravertie n'aura pas peur de mettre des choses voyantes, alors qu'une personne introvertie sera plutôt discrète et ne mettra pas trop de couleurs. Et donc c'est juste dans tous ces aspects de l'humeur, s'il était là, mon introverti extraverti, qui est pas très loin également de mon estime de soi. Si je suis quelqu'un qui a beaucoup d'estime ou qui a peu d'estime, eh bien je ne vais pas réagir et surtout consommer de la même manière. Pas très loin, je vais avoir mes facteurs environnementaux. Et dans ces cas-là, je vais avoir dans un premier temps ma famille. Donc, je ne vais pas consommer de la même manière en fonction des différentes familles. Donc, parce que vous avez des repères, vous avez des normes qui ont été établies par vos parents et qui fait que vous allez consommer d'une certaine manière plutôt qu'une autre. Quand vous comparez justement les différentes familles, vous vous rendez compte qu'il y a des habitudes qui sont très très différentes et donc des achats qui sont donc très différents. Au niveau donc de ma culture ou de ma religion, on ne va pas du tout consommer les mêmes produits. Il va y avoir donc, je reviens tout simplement, c'est assez facile sur les viandes, des viandes qui ne seront pas du tout consommées. Donc en principe, les Indiens ne consomment pas de bœuf, les musulmans et les juifs ne consomment pas de porc, etc., etc. Donc voilà, là je vais avoir par rapport à ces facteurs-là une consommation qui va différer d'un groupe de personnes à un autre. Également par rapport à ce qu'on appelle le groupe d'appartenance ou le groupe de référence. Mon groupe d'appartenance, ce sont mes amis. Et donc, parce que mes potes vont toujours au Burger King ou également à KFC, eh bien, je vais plutôt aller dans ce type de fast-food plutôt qu'un autre. Alors que peut-être que je vais plutôt avoir des amis qui seront plus
à vouloir rechercher une certaine qualité. Et dans ce cas-là, je ne vais pas du tout consommer comme eux. Donc ça, c'est mon groupe d'appartenance. Et j'ai mon groupe de référence qui est tous ces petits modèles. Forcément, j'ai mis un footballeur, mais ça va être des chanteurs, toutes ces personnes qui ont une influence sur vous et qui eh bien, font parfois ce qu'on appelle du placement de produits ou sont sponsorisés. Et dans ce cas-là, bah, vous allez plutôt vouloir consommer ce produit ou cette marque de produit parce que votre idole auquel vous justement vous référencez le consomme lui aussi. Maintenant que nous avons dressé la liste des différents facteurs qui nous permettent d'un petit peu mieux connaître notre clientèle, il y a un élément qui est incontournable et qui va nous permettre d'aller un petit peu plus en profondeur dans cette connaissance de client, à savoir comment on fait pour consommer. Quel est tout le processus qui fait que, à un moment donné, je vais acheter un produit ou un service. Et ça, c'est pour tout le monde, y compris vous et moi. Donc, la première étape, eh bien, on revient à un des premiers éléments dont on avait parlé, à savoir le besoin et sa prise de conscience. Comment ça se passe? Eh bien, je vais avoir un stimuli. Je vais avoir tout simplement mes cinq sens qui vont être réveillés, ou également mon esprit, vont être réveillés par un facteur d'influence. Donc, parce que je vais avoir un besoin qui va s'exprimer, je vais avoir faim, je vais peut-être également sentir une odeur, je vais peut-être voir une publicité. Donc là, j'ai à la fois les différents facteurs d'influence dont on a parlé tout à l'heure et le plan de marchéage où je vais avoir des placements de produits, de la communication, des prix qui vont peut-être justement réveiller un besoin. Quand on parle de solde, on voit les gens à quel point ils deviennent, je ne vais pas dire un peu fous, mais ça reste un élément du plan de marchéage qui va créer le besoin, en tout cas réveiller le besoin d'acheter de certaines personnes. Une fois que ce besoin-là est réveillé, eh bien, je vais commencer à rechercher des informations. Ces informations, je vais les chercher en interne ou en externe. Bon, vous avez faim. Que se passe-t-il? Bon, vous allez déjà rechercher à l'intérieur de vous, de savoir, bon, je suis là, à tel endroit, je sais qu'il y a tel restaurant, tel fast-food, tel endroit en tout cas pour pouvoir me restaurer. Ou bien vous êtes accompagné d'un ami, vous allez pouvoir lui poser la question, donc là je suis sur une source externe, et bien tiens, toi qui connais bien les lieux, est-ce que tu pourrais me recommander un endroit? Donc, je vais rechercher ces informations dans ma tête. Je vais les rechercher à l'extérieur avec une personne ou également sur Internet. Je vais prendre mon téléphone, je vais regarder, faire des comparaisons pour différents ordinateurs, différents produits, différents lieux. Une fois que je vais avoir cette liste d'informations, je vais évaluer les différentes solutions. Et donc, je vais comparer. Ok, là, il y a tel endroit, telle chose, tel prix, par rapport à un certain nombre de critères que j'aurais définis. Mon budget et tout un tas d'autres critères qui viennent, par exemple, de mes facteurs personnels. Si je suis uniquement à vouloir manger sainement, eh bien, je ne vais pas aller dans un fast-food, je vais plutôt aller justement trouver un restaurant où je vais avoir de la nourriture beaucoup plus saine. Et c'est là que je fais un choix. C'est parti, je décide donc d'aller dans tel endroit ou acheter tel produit. Et une fois que j'aurai donc consommé ce produit ou ce service, je vais avoir un sentiment post-achat qui sera tout simplement une évaluation qui sera soit positive, dans ce cas-là ça pourra entraîner une fidélisation parce que c'est bon, je suis très satisfait par ce produit, par cette marque, par cette entreprise, ou bien négative. Et cette information va pouvoir revenir sur ma recherche d'informations avec un rachat ou en tout cas un apprentissage. Cette expérience que je vais avoir vécue eh bien, va faire partie de mes sources internes. Et donc, nous avons, pour diviser ce processus, trois phases. Tout ce qui se passe avant l'achat. Nous allons avoir ce qui se passe pendant l'achat, au moment où je décide donc d'acheter et d'expérimenter en tout cas cet achat-là. Et je vais avoir après l'achat. Et sachez que là, à l'heure actuelle, nous sommes en tout cas les marketeurs se penchent énormément sur ces trois différentes phases, parce qu'étant donné que on va dire justement, notre processus d'achat a énormément évolué. Déjà avant la crise Covid, où on était tout de suite tourné vers son ordinateur ou son téléphone pour faire des recherches. Et donc là, on est encore plus en train d'utiliser également pour acheter justement à distance, étant donné que dans certaines situations, on ne peut même pas se rendre en magasin. Donc là, les marketeurs se penchent vraiment beaucoup sur comment, je dirais, stimuler, suivre le consommateur pendant tout son processus d'achat, tout ce qu'on appelle également le parcours d'achat, pour pouvoir le fidéliser, le garder et surtout finaliser la vente et faire en sorte qu'il revienne par la suite dans mon entreprise.
Et donc, c'est là qu'on parle en marketing. Donc, bien sûr, ça ne sera pas du tout l'objet de ce cours, mais vous pourriez en tout cas, si ça vous intéresse, creuser en tout cas le concept de votre côté. C'est bien sûr ce qu'on voit énormément dans les écoles de marketing ou encore en communication. Je pense au BTS communication. On parle tout de suite d'expérience de consommation. Le but de cerner, donc si on essaie de cerner le consommateur pendant tout son processus d'achat, avant, pendant, après, l'idée c'est de lui faire vivre une réelle expérience. Et quand on dit expérience, on parle d'émotion et donc de stimuli sensoriels, parce que c'est ce qui fait justement qui va nous pousser, nous consommateurs, à acheter un produit plutôt qu'un autre, parce que ça va être l'expérience qu'on va vivre. Pensez à certains restaurants, pensez à certains même peut-être certains magasins que quand vous rentrez dedans, vous n'avez pas encore acheté le produit, mais vous êtes déjà en train de vivre une expérience en tant que telle parce que tous vos sens sont sollicités, on va mettre des écrans, on va vous mettre des services en plus. Bon, tout ça sera l'objet d'un chapitre plus loin, mais en tout cas, essayez de voir un petit peu ces différentes expériences qui vous ont marqué et que vous avez encore en tête aujourd'hui. C'est là donc qu'on va faire appel à vos différents sens, bien sûr, la vue, le toucher, l'odorat, le goût ou encore l'ouïe. Et on parle de marketing expérientiel et de mercatique sensoriel. Alors généralement, la mercatique sensorielle fait partie de la mercatique expérientielle parce que l'expérience, c'est au-delà des sens, on va solliciter beaucoup plus de choses. Et donc pour conclure, ces expériences et ces sens qu'on vient stimuler avec, pour justement stimuler vos émotions, c'est juste pour parvenir à vous satisfaire, à vous faire acheter et surtout à vous faire racheter en vous fidélisant. Dernier petit élément qui reste très court, très simple, mais qui nous permet encore une fois de rajouter un petit peu plus sur la connaissance de notre clientèle, c'est ce qu'on appelle donc les différentes formes d'achat. À savoir qu'il y a trois types d'achats différents en fonction des produits ou des services. Nous avons ce qu'on appelle les achats réfléchis, où justement là on va avoir un processus d'achat qui sera beaucoup plus long quand vous allez devoir acheter votre ordinateur ou en tout cas quand vous l'avez peut-être déjà fait, vous avez pris un certain temps pour pouvoir réfléchir à votre achat, beaucoup plus de recherche d'informations pour pouvoir comparer les différentes offres, etc. Alors que nous avons deux autres types d'achats qui sont beaucoup plus simples. Le chat routinier, quand vous allez acheter votre sandwich ou votre repas du midi. Donc l'achat routinier qui est encore avec un processus beaucoup plus court. On a beaucoup moins justement une évaluation. Il n'y a pas vraiment de recherche d'informations à ce niveau-là parce que justement ça reste routinier. Et également l'achat impulsif. Comme je vous disais, des fameuses barres chocolatées que l'on place juste au niveau des caisses simplement pour que justement l'impulsion, je dirais, vous fait acheter alors que vous ne vouliez pas du tout. Et donc tous ces éléments-là fait que en fonction de l'offre ou en tout cas du produit ou du service que vous voulez proposer, s'il rentre dans une de ces catégories, eh bien encore une fois, va falloir le présenter de manière différente à votre cible. Pour conclure, on avait posé cette question-là justement en tout début de chapitre. Comment des individus choisissent et achètent des produits ou des services afin de satisfaire leurs besoins? Eh bien, voici tous les différents points que nous avons abordés sous forme de questions. Et que si demain, vous travaillez dans une entreprise, vous travaillez justement sur peut-être mieux connaître les clients, ou tout simplement parce que vous voulez créer votre propre entreprise, eh bien, voici toutes les différentes questions qu'il va falloir se poser plus précisément. Est-ce que ce sont peut-être des consommateurs des noms pardon, consommateurs absolus ou relatifs que vous ciblez, avec peut-être justement une nouvelle offre pour aller les chercher eux? Est-ce que ce sont donc les clients qui sont donc déjà dans l'entreprise ou qui appartiennent à la concurrence? Donc comme je vous disais, est-ce que vous êtes dans une action de marketing? Donc là, bien sûr, on n'est pas dans la création d'entreprise, mais vous travaillez dans une entreprise. Et est-ce que votre action est là pour fidéliser ou aller conquérir les clients qui appartiennent à la concurrence? Vos clients ou votre future cible, dans quel segment ils se situent? Quels sont leurs différents besoins par rapport à la pyramide de Maslow, où est-ce qu'elle se situe, quelles sont les motivations et les freins possibles que cette cible ou ces clients peuvent avoir, quels facteurs personnels ou environnementaux les caractérisent, est-ce que vous allez cibler justement, on va dire, une tribu, un groupe, un profil type de consommateurs en particulier ou pas? Quel processus d'achat suivent-ils avant, pendant et après l'achat? Quelles sont les expériences que justement
cette cible, ces consommateurs cherchent à avoir dans, en tout cas, le marché que vous visez? Et s'agit-il d'un achat réfléchi, routinier ou impulsif? Voilà tous ces éléments qui nous permettent de bien cerner mon client afin de, je reviens à ce qu'on disait au tout début, lui offrir le bon produit au bon prix, au bon endroit avec la bonne communication.